Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du panier. J'ai le grand plaisir de recevoir Mathieu Ceccarelli. Salut Mathieu, ça va? Salut Laurent, merci pour l'invitation. Bah écoute, c'est un grand plaisir, surtout qu'on a fait un épisode ensemble il y a près de 2 ans, 1 an et demi. On l'avait enregistré fin 2022, il est sorti tout début 2023. C'était l'épisode 201 et il s'appelait « Comment s'affranchir de Google et Meta pour reprendre le contrôle sur son acquisition ». C'est un épisode, chers auditeurs, chères auditrices, que vous aviez adoré. Ça reste un des records d'écoute du panier, alors que pour être tout à fait honnête avec toi, je te l'avais jamais dit, mais quand on a enregistré, je me suis dit putain, on est parti dans tous les sens, est-ce qu'on va s'y retrouver, est-ce qu'ils vont s'y retrouver? À ton avis, pourquoi il a aussi bien marché? Je pense qu'il y a des sujets qui intéressent particulièrement, notamment sur la partie acquisition payante, et aussi de sentir que cette dépendance-là, du coup, pénalise aussi, était difficile pour les annonceurs. Donc, l'idée de se dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible, elle est toujours intéressante. Après, certains de tes auditeurs vont me prendre pour quelqu'un d'un peu schizophrène, puisque aujourd'hui, je vais plutôt me présenter en tant que fondateur de Norsen, qui a vocation à accompagner les annonceurs dans la gestion de leur campagne, Google Ads et Meta Ads. Donc voilà, c'est aussi tout le paradoxe de revenir sur des sujets originaux. On va parler marketing et acquise aujourd'hui, vous l'avez bien compris, avec Mathieu Ceccarelli, 2T à Mathieu, et Ceccarelli c'est CE2C. 1T à Mathieu. Putain, j'ai pris des notes trop vite. 1T à Mathieu. Exactement. Et j'ai toujours noté Mathieu avec 2T, c'est une mauvaise habitude. En revanche, il y a 2C et 2L à Ceccarelli, CE2C à RE2LI, et North End, c'est End le E, donc c'est NORTHAND.io si vous voulez voir Mathieu, une jolie photo de Mathieu. Bref, on avait parlé de plein de choses dans cet épisode en fin 2022, début 2023, l'épisode 201 que vous pouvez courir, aller écouter après avoir écouté cet épisode-ci. On était... je pense qu'on a enregistré genre 1 semaine ou 2 semaines après que ChatGPT soit sorti. ChatGPT, ça a quand même été une énorme révolution. L'IA existe depuis longtemps, mais elle est rentrée dans notre quotidien, dans le quotidien des agences, et dans le quotidien des annonceurs, des prestataires. On va parler d'IA. On va parler d'expertise et de strat dans cette verticale de prestataires qui aident à faire de l'achat média et de la strat d'achat média. Est-ce qu'il la place de la commodité, la place de l'expertise dans tout ça? On va parler des plateformes. Super épisodes que vous entendez régulièrement sur le panier, mais notamment j'y pense récemment avec Guillaume Cavaroc de Meta. C'est un épisode qui est sorti en mars 2024, il y a quelques mois, où on parlait d'IA au sein de la plateforme, et toi tu utilises un autre terme, tu parles de black box et d'opacité. On va parler de ça. On va parler de l'importance des contenus dans vos strats. On va parler d'IA, de SEO, de SIA, quel est l'avenir du search demain. On fera un petit détour par GA4 qui est devenu obligatoire du coup en juillet 2023, quelques mois après que l'épisode soit sorti. Google Analytics 4, pardon. Et puis on ouvrira tranquillement sur demain, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, le marché de l'emploi, le marché des prestataires, dont tu fais partie entre autres. Voilà, ça nous fait un programme qui est assez chargé. Je l'espère aussi décomposé, pas décomposé, aussi aléatoire qu'on l'a fait la dernière fois et qui vous plaira, chères auditrices, chers auditeurs. Bref, heureux de te revoir. Ça va, Matt? Ouais, salut. Écoute, merci Laurent de me réinviter. Déjà, je suis aussi flatté que l'épisode ait fonctionné, qu'il ait marché. Donc, merci aussi à tes auditeurs. Et puis voilà, c'est vrai que c'est des sujets qui sont quand même assez importants, surtout par les budgets qu'ils représentent en fait, et par la dépendance que certains acteurs peuvent ressentir à l'égard des plateformes. Et moi, c'est vraiment pour cette raison. Donc pour la petite histoire, en fait, avec mon associé que j'ai rencontré chez Sendinblue, moi j'ai travaillé pendant quasiment 7 ans, 8 ans pour Sendinblue, et j'ai rencontré mon associé. Et en fait, il faut savoir que donc Sendinblue aujourd'hui c'est Brevo, c'est un acteur qui a réussi à faire sa place dans l'emailing français grâce au SEA. Alors, c'est un excellent produit, mais le canal d'acquisition qui a été clé et différenciant, c'est justement le SEA. Donc, avec mon associé, on est vraiment convaincu par la capacité de l'acquisition payante, que ça soit via Google Ads et Meta Ads, de devenir un levier de croissance pour beaucoup d'acteurs.
Donc j'ai envie de dire que pour expliquer un peu les phases par lesquelles moi je suis passé, c'est assez intéressant. C'est que c'est vrai que quand j'ai enregistré l'épisode quand on a enregistré l'épisode fin 2022, mon ressenti c'était de voir que cette dépendance devenait tellement grosse et que le positionnement des plateformes devenait tellement de plus en plus opaque que justement, en fait j'avais envie de donner des clés aux entreprises pour justement sortir de cette dépendance. S'affranchir De cette dépendance. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que sur cette verticale-là, vu les budgets que ça représente aujourd'hui, parce qu'on parle quand même d'une industrie à quasiment genre 600 milliards par an, investi sur Google Google sur ça doit Meta. être 300, 250, Meta ça doit être 120, après tu rajoutes les Pinterest, Amazon Ads, Pinterest, tout ça, on arrive à des tailles importantes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait aujourd'hui l'efficience sur ces canaux, elle me paraît assez important. Et en fait aujourd'hui avec mon associé, il y a deux besoins forts en fait qu'on identifie. Alors je pense que c'est intéressant aussi d'avoir les retours de tes auditeurs. La première chose, c'est le besoin de comprendre ce qui se passe avec leur budget. Et pour te citer l'exemple d'un e-commerçant avec qui je parlais il y a quelques temps, il me disait, mais alors nous, là, on a augmenté nos budgets, puis on les a baissés, et puis en fait, on rajoute 20 000, et puis parfois ça marche pas, et puis ensuite on les baisse. On sait pas ce qui se passe. Et donc on a le sentiment qu'il y a quand même un besoin de comprendre à la fois ce qui se passe côté plateforme et aussi ce côté performance, et du coup comprendre le trafic que ça ramène, comprendre est-ce que ça génère des leads, des ventes, voilà. Donc ça c'est le premier besoin qu'on identifie. Et le deuxième besoin, c'est un besoin d'expertise. Donc tu en as parlé dans l'introduction. Nous, c'est le ressenti qu'on a, c'est qu'il y a une fracture entre stratégie et opération, les équipes opérationnelles. Et quand un décideur veut justement que ces équipes baissent les budgets, ça s'opère pas. Et en fait, on a envie aussi, notre sentiment, c'est qu'il y a un besoin d'expertise, et tu l'entends aussi pas mal dans des équipes grosses ou acquisitions. C'est qu'il y a beau y avoir des équipes data dans beaucoup d'entreprises. Alors, sur certains e-commerçants, la problématique est plus complexe, mais en tout cas, il y en a beaucoup pour lesquels les équipes data ne travaillent pas forcément pour les équipes marketing. Elles ont beau être là, elles ont beau leur rendre des services, leur créer des dashboards. Il y a une grande frustration chez les équipes marketing de ne pas être assez accompagnées d'un point de vue data. Et du coup, c'est un petit peu ce gap aussi que nous, on veut un peu combler et en apportant cette expertise. Et bien sûr, comme tu l'as dit, pour faire face à cette opacité des plateformes qui aujourd'hui devient quand même, à mon sens, très gênante. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on avait une blague à une époque où on disait que les ESN, il y en a une par jour qui naît, une par jour qui meurt. Les ESN, donc ces entreprises les anciennes, comment ça s'appelait avant, les SS2I, pardon. Parfois, j'ai le sentiment que les prestataires d'achat média, c'est devenu une telle commodité qu'il il se passe pas une semaine sans que j'en découvre un nouveau, fondé par des anciens Google, qu'on fait ci, qu'on fait ça, qui cartonnent. Commodité, expertise, conseil, comment est-ce que on se place là-dedans? Comment est-ce qu'on fait pour avancer, pour bien se faire accompagner? Alors, mon associé et moi, on a tendance à se présenter un petit peu comme une anti-agence, mais j'ai envie de dire que le terme est galvaudé aussi par ce que tu viens de décrire. La réalité, c'est que, en fait, aujourd'hui, on a le sentiment que la dimension conseil a un petit peu disparu des agences. Et aujourd'hui, tu vas avoir... en effet, certaines vont répondre à un besoin de commodité, donc vraiment d'avoir, tiens, il me faut faire plein de créas d'un coup, il me faut gérer mes dépenses médias, tout ça. Et en fait, nous, ce qu'on remarque sur le marché, c'est qu'il y a des acteurs qui deviennent aussi des resellers des plateformes. Donc, resellers des plateformes, ça veut dire qu'ils n'ont plus de valeur conseil pour les entreprises qu'ils accompagnent, mais c'est surtout qu'ils doivent pousser des produits. On en avait déjà parlé pendant l'épisode, mais c'est ce qu'implique par exemple le statut Google Partners Premium pour une agence, c'est de respecter des règles que Google impose. Donc si tu ne suis pas ces règles, tu perds ce statut. Donc, alors la problématique quand on est un petit acteur assez flexible, ça va, mais quand on est une agence qui gère des budgets à plusieurs millions, est-ce qu'on a vraiment encore une valeur conseil quand on a des guidelines de la part de Google? Donc parce que le Google Partner, c'est un outil de vente. Il faut respecter les règles pour pouvoir rester Google Partner. Si on ne respecte pas, on perd le Google Partner et on n'arrive plus à vendre, en gros. Et du coup, tu perds un peu ton contrat. Donc c'est le serpent qui se prend la queue. Mais en fait,
je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'annonceurs qui doivent comprendre cette situation. Et donc, en fait... Mais attends, t'es en train de dire, par exemple, que c'est pas forcément une bonne idée de bosser avec une agence qui est Google Partner, Meta Partner, je sais pas comment ça s'appelle, le statut. Mais ce que tu dis... c'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est qu'il faut les challenger. Il faut les challenger énormément. Et je serais annonceur, je bosserais clairement pas avec eux. Mais aussi parce que j'ai pas la même vision. Peut-être que certains annonceurs aussi sur l'intérêt d'avoir que ce canal-là soit une commodité. On en a parlé avant l'épisode. En fait, ce qu'on entend par commodité, c'est de se dire que l'exécution est la plus importante. Et avant qu'on commence l'épisode, je te partageais l'exemple de la gestion de portefeuille. Si demain, toi, tu veux prendre un prestataire pour gérer un portefeuille actions ou des actifs financiers, tu l'évaluerais pas sur sa capacité à exécuter. Tu t'en fiches s'il va passer 10 heures, 20 heures, 50 heures. Surtout contre toi, ce que tu veux, c'est qu'il soit capable de te permettre de choisir les bons actifs. Donc, c'est sa capacité de prise de décision qui importe. Et aujourd'hui, en fait, je trouve que quand on considère que pour gérer un budget de 500 000 euros, et pour beaucoup d'e-commerçants, ça représente une part assez importante du chiffre d'affaires, de se dire qu'en fait, on voit ça comme une commodité, en fait, c'est relativement embêtant. Et tout ce qui va avec, c'est de se dire, en fait, la personne qui va... Si c'est une commodité, c'est-à-dire que le prestataire, il va pas forcément y mettre non plus les profils les plus adéquats. Et en fait, si tu vas te retrouver avec quelqu'un qui va avoir peut-être quelques années d'école, tu peux pas aussi avoir l'expertise en face pour gérer 500 000 euros. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, valoriser en fait la capacité à prendre les bonnes décisions sur ces sujets-là me semble super importante. Il y a plein de sujets que tu as abordés et sur lesquels on va se lancer. Je m'en suis noté d'autres en plus pendant que tu parlais. Mais c'est bien, on a le temps. Mais commençons peut-être par les plateformes qui changent beaucoup ces dernières années, qui évoluent, qui intègrent de l'IA et qui deviennent un peu une sorte de black box un peu opaque dans laquelle effectivement t'injectes des contenus, t'injectes ton budget et tu vas laisser l'algo choisir lui-même ce qu'il veut faire pour vendre mieux et plus. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette opacité des plateformes ? Alors, je vais illustrer ça avec les noms. Donc, on a Performance Max sur Google Ads ou Advantage Plus sur Meta. En fait, ce qui est embêtant avec l'opacité, c'est que quand tout va bien, on se pose pas de questions. Puis quand tout va mal, ça devient un peu plus embêtant. Et en fait, ce qui s'est passé en 2023, c'est que face à une situation pour pas mal d'acteurs, notamment les startups, d'augmentation des coûts, d'inflation, de levée de fonds plus difficile, il a fallu aussi challenger la rentabilité des campagnes. Et donc en fait, la première chose du coup que tu as envie de faire, c'est de baisser tes budgets. Quand tu veux baisser, tu te dis tiens, je vais éliminer les poches les moins rentables. Et c'est là en fait que tu comprends un peu l'absurdité et la difficulté de composer avec ces choses qui sont justement opaques. Qu'est-ce que tu coupes ? Et en fait, si jamais tu sais pas ce qu'il faut couper en période de baisse, j'ai envie de te dire qu'en période de hausse, tu ne sais pas non plus ce qu'il faut augmenter, puisque si tu caricatures le chose, tu n'imaginerais pas ça dans une équipe commerciale. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais 20 commerciaux dans une équipe, et en fait, on ne sait pas qui est bon, on ne sait pas qui est mauvais, et puis en fait, on verra, quoi. Et en fait, c'est extrêmement embêtant pour aller chercher justement des leviers d'optimisation, des améliorations. Et après, voilà, c'est sûr que l'IA peut être intéressante, mais il faut faire attention aujourd'hui à décortiquer ce qui est de l'IA et ce qui est du bullshit. Vas-y. Non, mais tu vois, par exemple, les stratégies d'enchères automatisées, elles existent sur Google depuis 10 ans, ça s'appelait pas de l'IA. Donc, est-ce que c'est juste que là, et depuis novembre 2022, on parle des LLM, mais c'est pas pour autant que les modèles se sont améliorés sur la partie gestion de campagne. Et en fait, derrière des campagnes comme Pmax, il y a surtout beaucoup d'opacité. Et nous, on le voit. Mais ces campagnes, elles sont pas justement, elles ont pas pour objectif de couper un peu les agences, le middleman.
Ouais, mais enfin, il y a plusieurs choses. C'est que ça arrange aussi d'avoir justement des annonceurs qui vont considérer que c'est juste une commodité, parce que s'ils challengent pas comment leurs budgets sont alloués et dépensés, bah forcément, les gagnants sont aussi les plateformes. Et en faisant une commodité, tu vas aussi permettre... faut comprendre aussi quel est l'intérêt. En fait, qui est gagnant dans une campagne Pmax ? C'est aussi un prestataire qui vend une commodité, parce que tu peux mettre 25 personnes qui vont gérer... une personne, qui va gérer 25 comptes. Après, je trouve que c'est quand même aussi intéressant de valoriser l'intérêt de l'expertise, à l'inverse, et pourquoi justement d'avoir d'avoir une meilleure compréhension de ces campagnes, de pouvoir lire ces données, de savoir ce qu'il faut optimiser. Justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un vecteur de croissance, parce que si tu sais sur quoi agir, tu sais quoi travailler, et derrière, en fait, tu peux construire un plan d'action, tu peux savoir où recruter. Mais voilà, après, on vous reparlera peut-être de l'IA un peu plus tard, mais je pense que l'IA, il faut aussi comprendre où on en est, savoir qu'aujourd'hui, ça ne répond pas à tous les besoins, et avoir une vision juste sur les innovations qu'on a aujourd'hui. Je reviens sur ce que tu disais sur l'expertise versus commodité. Putain, j'ai du mal, pardon. Il y a une époque où tu facturais en gros un pourcentage de ton achat média en tant que fils de gestion. Il y a une époque aussi où tu facturais des frais fixes. Comme tu l'as dit, gérer une campagne, que tu 10 000 ou 100 000, ça prend pas beaucoup plus de temps, donc c'est des frais fixes. Et puis tu as un pilotage que je vois de plus en plus souvent sur les acteurs qui passent sur le panier, qui est un pilotage au ROAS. Est-ce que ça, c'est pas une traduction de ce que tu es en train de dire ? L'important, c'est encore une fois, en fait, qui a besoin, quel annonceur en fait a un souci d'exécution. Alors, c'est sûr qu'il y a une question pour tes auditeurs, c'est que souvent c'est des e-commerçants et qu'ils ont une quantité de produits extrêmement importante, et que quand tu as une quantité de produits extrêmement importante, la gestion peut être relativement consommatrice de temps. Donc, sur les e-commerçants... Produits et donc annonces, et donc... Tu vois, si tu as 1000 produits, avec potentiellement des catégories très différentes, en fait, la gestion de tes campagnes peut te prendre un certain temps et demander du coup, demander de l'expertise si tu veux en passer moins. Donc forcément, ces produits-là, les e-commerçants ont été la cible parfaite. C'est la cible parfaite parce que ça soit ceux qui étaient 3-4 pour gérer la boîte, qui étaient 3-4 employés dans une boîte, forcément, ils sont très contents. Ils étaient très contents. Après, tu peux quand même questionner le fait qu'un prestataire aille te dire que de l'exécution rapide est importante. Toi, en tant qu'annonceur, un annonceur, quand il prend un prestataire, j'ai envie de te dire, il n'en a rien à faire que le prestataire puisse gérer 3 comptes par jour au lieu de 1. 3 au lieu d'1. Donc si tu veux, c'est là où justement je pense que les annonceurs doivent se demander, mais quand un prestataire leur répond je comprends pas ce qui se passe sur tes campagnes, ou l'algo a besoin d'apprendre, ou des choses comme ça, ce qui est en ce moment quand même une phrase qui revient souvent, mais en fait... il a bon dos. Il a bon dos, l'algo. Et en fait, du coup, par extrapolation, Pmax a bon dos aussi, parce que qui sont les gagnants d'une campagne Pmax. Donc voilà, après, c'est un sujet que dans l'introduction, tu parlais que ça serait un sujet qu'on aborderait en conclusion, mais n'empêche que le schéma aujourd'hui qui est de se dire je gère... déjà les budgets aujourd'hui, comme je disais, ils peuvent être assez importants pour un e-commerçant. Donc si tu as 30%, 10%, même 20% de ton chiffre d'affaires qui est alloué sur des campagnes payantes, en fait, à un moment donné, c'est des actifs qui, s'ils sont pas bien placés, c'est une perte, parce qu'en fait, tu pourrais les mettre ailleurs, tu pourrais recruter des profils. Et un autre exemple que je trouve intéressant, c'est de se dire, si tu prends un prestataire SEO... Attends, juste... Ouais. Retiens ta pensée, mais ce qu'on disait hors micro tout à l'heure, on prenait des exemples de prestataires, d'annonceurs qui dépensent des millions en achat média, et quand tu creuses les comptes, tu te rends compte que en fait la moitié ne sert à rien, ou en tout cas apporte finalement assez peu par rapport par rapport au reste, et que tu pourrais réduire de 1, 2, 3 millions de 20, 30, 40, 50%, et ça changerait finalement assez peu. C'est de l'argent que tu pourrais réinvestir dans d'autres actions, dans de l'asset, dans du... Ouais.
dans des profils data qui pourraient être extrêmement utiles justement pour analyser, parce qu'en fait, pourquoi un outil comme Google Analytics est gratuit? Enfin, comme on dit souvent, quand on est gratuit, c'est qu'on est le produit, et aujourd'hui, en fait, c'est un outil qui est gratuit parce que justement, il permet justement à Google de faire lire des données qui arrange bien Google aux annonceurs, mais à aucun moment ça devrait être gratuit, l'expertise data. Prendre des solutions comme Piano, comme Matomo, c'est pas gratuit. Mais c'est pas gratuit pour des bonnes raisons, ils ont pas de régie pub. Tu vois, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup, c'est d'où l'importance. Et du coup, l'exemple aussi que je voulais donner, c'était comparé avec le SEO. En fait, aujourd'hui en SEO, si jamais tu as tu travailles avec un prestataire qui n'est pas bon, le seul coût pour un annonceur ou un e-commerçant, c'est juste le coût en fait de cette personne, et potentiellement d'être mal ranké, mais à la limite non, mais t'as un coût direct et un manque à gagner. Voilà, t'as un manque à gagner. Mais alors qu'en achat média, t'as une dépense. Donc plus. Potentiellement tu gaspilles ce prestataire et t'as 500 000 euros, si c'est le cas, qui sont peut-être mal investis. Et en fait, c'est ça qui aujourd'hui, en fait, l'opacité des plateformes, faut bien la comprendre aussi. Alors, 3 tips en pratique. J'ai besoin de réduire mes budgets et de savoir quelle campagne garder, quelle campagne couper. J'en ai noté. Non, alors, il y a par exemple une chose qui, aujourd'hui, il y a deux choses qui sont quand même assez fortes. Mais alors, il y a les plus connus, mais je vais en donner 2. Le premier, c'est de regarder un ratio visiteur sur ton site et clic que tu as sur ta plateforme. Donc, en gros, c'est j'achète et est-ce que vraiment ils viennent, quoi. Donc ça c'est un premier truc. Et le deuxième chose aussi, c'est regarder par région. C'est regarder ce que reportent les plateformes en termes de région et de comprendre où se génèrent les clics. Moi, je vois, tu peux aller à l'étranger, demain, tu peux aller je sais pas où. Tu verras que les campagnes PMax de n'importe quel annonceur qu'on utilise, tu peux les activer très facilement de n'importe où dans le monde entier. Et voilà, ça c'est 2 aspects vraiment très très précis, c'est-à-dire de regarder vraiment où sont les clics et pas de regarder sur les plateformes, de regarder sur GA4, tu peux encore retrouver s'ils viennent de nulle part. Sinon tu prends Matomo, tu prends Piano, tu peux trouver ça. Et après, le troisième conseil, mais qui est un peu plus connu, c'est d'exclure la marque et d'exclure le retargeting, parce que c'est vieux comme le monde, mais le retargeting c'est quelque chose, je pense que toi tu as connu l'époque Criteo, tu vois toute l'importance. On parle d'époque maintenant, c'est fini. non mais voilà, c'est dans l'achat média, en fait c'est toujours les mêmes, il y a toujours les mêmes, c'est la valorisation du last click, et en fait ces campagnes là font beaucoup ça aussi. Donc voilà, mais ça c'est un clic un peu plus, un tips un peu plus bateau. Mais en tout cas, moi ce que je remarque aujourd'hui, c'est par exemple des clics qui n'existent pas, ils sont je sais pas où, et des régions qui sont très douteuses dans les campagnes. Quand tu les vois, t'es pas content, quoi. Ok, compris. En gros, ce que tu dis, c'est que cette opacité, cette black box, ça t'empêche de prendre les bonnes décisions. Et ça te fait mal dépenser. Ouais. Et le pire, c'est qu'en fait, justement, tu parlais de ROAS, c'est que... alors après, là, on parle du pendant, c'est que l'opacité, elle est possible parce que c'est très difficile de lire les performances. Donc, tu peux demander à n'importe quel e-commerçant, il n'a pas le temps, en fait. Il n'a pas le temps. Le mec, il doit faire sa logistique, il doit faire sa livraison, il va faire ses pubs, ses pubs. Quand je dis ses pubs, il va la partie créa. Il doit réfléchir à l'aspect commercial, il doit trouver des lieux de vente, des distributions. En fait, le pauvre, il a absolument pas le temps de passer du temps sur la partie analytique. Et donc voilà. Et c'est chronophage. Il suffit pas simplement de lire un dashboard qui a été remonté par un outil quelque part. C'est chronophage, en vrai, de faire de l'analyse de données. Ouais. Enfin, c'est chronophage alors déjà, si on connaît pas les plateformes, quand là on parle de ça, en fait, même si t'achètes pas d'achat média, en effet c'est déjà assez difficile, parce que tu dois savoir quoi regarder dans ces différents outils. C'est pas limpide, c'est pas hyper simple. Et après tu rajoutes l'aspect média, où en plus il faut comprendre, attends, j'ai acheté ces clics là, qu'est-ce que c'est devenu sur mon site. Voilà. Mais souvent, un exercice que je trouve intéressant à faire, c'est de commencer par des analyses BI de ce qui se passe sur ton site. Et alors, qu'est-ce que tu regardes quand tu fais toi un audit, une analyse?
En fait, moi, ce que je regarde systématiquement, ça va être justement tu prends sur un mois donné genre une quantité de clics, tu regardes ce que ça a donné. Déjà, la première chose que je fais aujourd'hui, c'est d'identifier la part d'opacité. C'est genre qu'est-ce qui est opaque. Donc en général, plus un compte va vers des campagnes opaques à 60-80%, plus tu peux penser que justement le flou est très grand. Donc ça c'est déjà identifier la partie opacité. Même sur PMax, il y a des scripts qui commencent à sortir. Alors juste pour donner un contexte, parce que sur des campagnes comme PMax, on parle de plus en plus du fait qu'il y a de plus en plus de transparence sur ce qui se passe dedans. Pour mettre un ratio, si il y a 5 ans, on était à 90% de transparence, le chemin qu'ont fait ces campagnes, c'est juste de passer de 0 à 5. Donc on reste à un ratio très très bas de transparence par rapport à ce que l'industrie a pu connaître. Donc faut être prudent avec l'argument qui est de dire Google montre ou Facebook montre de plus en plus de choses derrière ces campagnes. Donc voilà, ça reste faible. On le dit souvent sur le panier, faut pas externaliser des sujets qu'on ne comprend pas, donc c'est bien de les comprendre, et je pense que l'opacité des plateformes et le fait que l'achat média soit devenu quand même très complexe donne beaucoup d'arguments à des agences pour venir te prendre ton budget, parce que juste c'est compliqué et que les annonceurs comprennent pas forcément grand chose. Donc je pense que prendre de la hauteur et cette partie conseil, compréhension, analyse, elle a pas mal de sens. Toi, il t'arrive de récupérer des comptes? Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu regardes quand tu récupères un compte? Comme je disais, c'est la partie opacité. Tu peux regarder. En fait, c'est aussi la calibration des budgets par rapport à la profondeur de marché. Et si je me mets à la place, de l'annonceur, qu'est-ce qui peut m'arriver quand je change d'agence, et à quoi je dois être vigilant, sur quoi je dois être vigilant pour être sûr que ça se passe au mieux, que ce soit le plus seamless, le plus sans accroc. Alors déjà, le premier point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de décortiquer ceux qui peuvent être resellers de ceux qui ont une vraie dimension conseil. Ça, je pense que ça me paraît quand même super important. Je pense que on entend peut-être beaucoup parler de ceux qui sont entre guillemets plus resellers, mais il y a énormément de boîtes qui font du très bon travail en conseil. Donc ça me paraît quand même assez important. Et après ça, c'est pas non plus peut-être de se mettre des œillères en se disant c'est pas parce que la personne se revendique expert et a mis 3 logos sur son site qu'elle est réellement expert. D'une part, c'est pas non plus parce qu'elle est passée par Meta et par Google qu'elle est experte. Je veux dire, aujourd'hui, c'est des boîtes qui emploient quand même beaucoup de monde et pas forcément des profils qui sont très techniques. Donc, faut en être conscient. C'est pas un argument. Et quand on voit un logo d'une boîte, c'est peut-être de poser la question et de creuser, en fait, de se dire t'as fait quoi pour eux, en fait? C'est bien joli d'avoir mis ce nom, mais qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu les as je faisais la blague, est-ce que tu les as croisés dans l'ascenseur, ou est-ce que t'as vraiment travaillé un vrai dossier avec eux, quoi? Donc c'est là où justement... Là on parle de faire le choix de l'agence, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, et c'est vrai que tout le monde a bossé avec tout le monde. Les ref calls, c'est pas mal. Non, moi je te donne un exemple, mais typiquement quand on est sur un AO avec Cosa Vostra, une refonte de Citycom par exemple, je liste des clients et je mets des 06 derrière. Je dis appelle-les, tu peux les appeler. Ouais, mais et même en fait c'est presque naturel, en fait. Tu t'as pas besoin de crier sur tout. Donc là, c'est dans le choix d'agence, et une fois que j'ai choisi, il faut être vigilant sur quoi et combien de temps est-ce que ça peut prendre, est-ce qu'il peut y avoir de la perte. Tu vois, on dit souvent que quand tu changes quand tu fais une refonte SEO, de ton site, tu vas avoir une baisse SEO, mais si t'as bien fait ta migration, la baisse elle va se résorber finalement assez vite. Quand on lance une strat SEO, t'as pas mal d'agences qui disent il faut 6 mois, 1 an, et c'est vrai qu'il faut du temps, mais tu vois quand même de manière incrémentale des choses. Une fois que j'ai fait mon choix d'agence, donc tu as dit, vérifier l'expertise, la valeur conseil, les refs et ainsi de suite. Une fois que j'ai choisi que je change, à quoi il faut m'attendre? À quoi il faut que je m'attende, pardon? Alors, ça rejoint l'épisode qu'on a fait ensemble il y a 1 an et demi. Faut pas attendre de miracle si tu n'es pas... si ton audience n'est pas là.
L'exemple classique, c'est les boîtes qui vont vendre des produits sur lesquels l'évangélisation est très importante. Donc tu vois, par exemple, une boîte qui fait un produit que personne va taper sur Google, mais en fait, tu peux, tu vois, j'ai envie de te dire que tu peux faire. Tu peux dépenser tout l'argent du monde, ça change pas. Il n'y a pas de requête en fait, ouais. donc les gens ne le connaissent pas le produit. Donc déjà, là-dessus, j'irais vers l'idée que, comme c'est une solution facile, l'acquisition payante, il faut surtout pas croire que ça va marcher forcément. Donc là, ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est que ça marche pas pour tout le monde, l'acquisition payante. Et même si tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Meta, enfin sur Instagram, en fait, faire des pubs dessus ne va pas nécessairement interpeller la terre entière. Là, je parlais de Google, maintenant c'est sur la partie Meta, mais ce que je veux dire, c'est que donc sur la partie Google, il y a la partie search, et sur la partie Meta, le rôle de ta créa, elle est quand même super importante, le rôle de ta notoriété, de ton positionnement. Donc, changer d'agence ne fait pas tout, c'est ce que tu es en train de dire. Elle va pas te trouver des clients, enfin voilà, elle va pas te trouver des débouchés si tes clients ne sont pas prêts. Après, si jamais tu es sur on va dire où il y a comment dire, un plateforme market fit, genre ton canal d'acquisition peut être le payant. Je suis bon pour Pinterest, je suis bon pour Meta, ouais. Je suis bon pour Instagram, pardon, je suis bon pour... Ouais. Donc s'il y a ce plateforme market fit... Ouais. Dans ces cas-là, faut s'assurer que ton budget est proportionnel à la taille de ton marché. Toi, tu es spécialisé sur quoi ? Alors moi, ça fait 10 ans que j'ai une page Google Ads ouverte tous les jours. Mais donc Google vraiment, Meta, d'accord. Oui, on est spécialisé, mais moi, personnellement, j'ai une grosse expertise SEA. Ouais. Et dans les mix acquises que tu vois chez vos clients, tiens, une question qui me taraude que j'ai jamais osé poser ou que je pose pas sur Meta, proportion Facebook, Insta. Alors ça dépend si les placements sont automatiques, mais en général, ça dépend des tranches d'âge. Tu vois, typiquement sur des populations un peu plus jeunes, t'auras davantage de Instagram. Après, là, ce qui se passe quand même globalement depuis 1 ou 2 ans, c'est les Reels et les Stories les Stories depuis un peu plus longtemps, mais les Reels qui captent une partie importante des impressions. Donc pour te donner en fait, ça dépend en fait de quelle audience et tranche d'âge tu vas cibler. Mais Facebook représente encore une part. Oui. Ouais. Ok. Je pose la question parce que en fonction des gens auxquels je parle, c'est juste ça, ouais. Et des tranches d'âge, effectivement, c'est plus du tout utilisé, voire même plus installé, voire jusqu'à l'inverse, uniquement utilisé, quoi. Mais je reviens sur le mix acquise, et donc tu as Google Meta, Pinterest, TikTok, le retail média. Est-ce que tu vois une évolution des tendances chez vos clients, ou en tout cas chez les personnes à qui tu parles ? Alors une bonne façon de voir les choses, c'est de voir la part que TikTok a pu représenter et de voir que finalement en achat média, ils n'ont pas capté tant que ça. Je parlais du marché qui faisait à peu près 600 milliards. Tu vois, TikTok n'est passé qu'à 18, je crois, ou 20 par an. Ça permet de te donner une idée versus les... T'as ta source en tête ou pas ? Après, t'as quoi, eMarketers ou des choses comme ça. Mais tout ça pour décrire que aujourd'hui, le monopole Facebook et Google est tellement gros que, en fait, en proportion, ces acteurs-là restent encore assez petits. Amazon est en train de grossir, je crois qu'ils sont à 50 milliards par an maintenant. Là, par exemple, je lisais un article comme quoi Walmart se lance dans le retail média. Donc, tu vois, ils prévoient que ce soit leur plus gros poste de croissance. Justement, ça soit la publicité. Donc tu vois, peut-être que Carrefour va faire pareil. C'est Sadoun de Publicis qui disait il y a un an à Vivatech que le retail média allait dépasser l'achat média télévisé, tu vois. Pub télé. Alors ça, après, c'est des verticales que je connais pas, mais en effet, s'ils se disent tiens, moi j'ai mes clients, et la réflexion elle est hyper intéressante. T'as Uber qui s'y est lancé, t'as Netflix qui s'y lance aussi de façon assez propre. Finalement, en fait, si jamais tu laisses la possibilité, en fait, si t'as une plateforme qui accueille beaucoup de monde et avec, j'ai envie de dire, des plateformes, des produits qui sont de plus en plus mondialisés, ça donne une force de frappe assez intéressante, mais ça n'empêche pas
tu vois, typiquement, en fait, ces acteurs-là, comme Pinterest, qui aujourd'hui a quand même pas mal de vent en poupe, ou même Snap qui essaye justement de montrer qu'ils sont utilisés. Et voilà, pardon, j'ai perdu le fil avec ce que je disais sur TikTok. C'est que, en fait, comme ils contrôlent pas la partie mesure de performance, et qu'ils n'ont pas cette partie justement beaucoup plus ancrée dans les budgets, même si le temps d'attention et les jeunes passent, enfin les jeunes, beaucoup passent, non mais tu vois, que ce soit sur TikTok ou ça, en fait le temps d'attention il est quand même important sur ces plateformes-là, et en réalité les budgets médias n'ont pas encore fait la bascule. Enfin, est-ce qu'ils vont le faire? Ils le feront pas radicalement, mais ils auraient pu au moins le faire davantage, et le fait qu'ils ne le fassent pas davantage traduit quand même assez bien cette situation un peu absurde qui se passe sur les deux plateformes dominantes. Donc pour te répondre, Google et Meta continuent de truster, je pense, dans ce que je vois, franchement 90-80, franchement à chaque fois c'est ces deux-là. Tu vois, d'ailleurs je pense que quand 90-95% de ce que tu vois, hein. C'est pas le cas dans les chiffres, hein, parce que sur les 600 milliards, ils sont du coup à 450 environ, c'est ça? Ouais, après si tu prends, je sais pas, je pense que tu prends les très gros... en fait, ça dépend de la taille des entreprises, mais je pense que par exemple, toutes des PME ne vont pas aller sur TikTok ou sur Snap. Par contre, si tu prends des grands groupes, ils vont mettre des montants qui vont être tests. Enfin, je pense que tu vois, chez Pinterest, tu dois avoir peut-être du Danone qui va mettre un montant test. Enfin voilà, tu peux te retrouver avec ces situations-là, mais pour autant, c'est pas significatif. Compris. Comme je le disais en intro, on a enregistré 2 semaines ou 3 semaines après que ChatGPT soit sorti la dernière fois. L'IA existe depuis une éternité, enfin en tout cas pas une éternité, pardon. Se développe rapidement ces dernières années et explose depuis 2 ans. Et rentrer vraiment dans notre quotidien, le quotidien des annonceurs, le quotidien des agences, le quotidien des plateformes. Comment appréhender le search et l'achat média demain avec cette IA omniprésente et surtout vraiment inscrite dans les moteurs de recherche et potentiellement des Perplexity, des ChatGPT qui remplaceront demain pourraient remplacer les moteurs de recherche traditionnels. Ouais. Je mets un gros conditionnel. Hein. Ouais. Il y a 2 sujets, je pense. Le premier, c'est la partie search, et le deuxième, c'est la partie prestataire. Alors, je vais commencer peut-être par la partie prestataire. Tu veux qu'on... Vas-y. Je sais pas si vous, ça serait intéressant peut-être d'avoir votre expérience aussi sur la partie créa. Vous, je pense que chez Cosa Vostra, vous avez peut-être une dimension créative plus importante. Qu'est-ce que je sais pas, qu'est-ce que comment on utilise l'IA au quotidien? Écoute, sur la partie créa, moins que ce à quoi je m'attendais, c'est pas un raz-de-marée. Faire des moodboards pour des clients, pour projeter des clients, et c'est hyper intéressant parce que tu vas créer des images, des vidéos qui projettent ton client beaucoup plus facilement qu'aller chercher dans une banque d'images pour arriver à comprendre ce qu'il veut exprimer. Donc ça, genre d'utilisation qu'on a au quotidien. Mais c'est plus sur la partie texte et analyse où, alors je vais pas le citer, mais Pierre-Marie, si tu nous écoutes, un copain à moi me parlait de consultants qui font de la recherche, qui font de l'insight, du user journey, qui se vend, je sais plus, 2005 ou 3000 balles la journée. Il me dit 90% de mon job, entre 80 et 90% de mon job aujourd'hui, c'est l'IA. Et là, typiquement, il me disait, écoute, moi, mon métier, c'est de faire des entretiens utilisateurs, de comprendre des tendances et de les retranscrire pour en faire un résumé, une synthèse compréhensible par le client. Et ben les entretiens, je les fais sur Zoom. J'enregistre mes entretiens. Les entretiens sont retranscrits. Sa retranscription, il la met dans Perplexity, qui est vachement bien. Chères auditrices, chers auditeurs, Perplexity qui fait beaucoup moins d'hallucinations que ChatGPT, je trouve. Donc tu lui donnes un document, tu lui demandes des analyses sur ce document, il va rester dans le document. Il ne va pas aller te chercher des trucs qui sortent du chapeau. Donc il fait ses analyses sur Perplexity. De Perplexity, il sort des grandes tendances ou en tout cas des apprentissages. Il les revoit un peu, il les met en forme, il les met dans un PPT et puis hop, c'est fait, sa mission est faite. On fait pas pareil, mais on a un usage très avancé, poussé en tout cas, de pas mal d'outils d'IA par la créa visuelle, mais la créa concept, tu vois, pour tester des idées, pour poser des concepts.
Donc elle a pris une place, pour l'instant elle ne nous remplace pas, donc c'est assez cool. Elle nous remplacera peut-être un jour, mais je ne le vois pas, en tout cas demain. Au contraire, elle nous rend plus forte. Moi, ce que je dis souvent à des gens avec qui j'ai le débat, c'est que imagine un comptable qui fait ta compta sans sa calculette. Ben voilà, moi j'ai une nouvelle calculette, elle est ultra puissante. Et ça nous parle pas d'achat média. Non, mais alors justement, la question que j'ai envie de te poser, alors ça m'inverse les rôles, tu sais. Non, mais est-ce que tu penses que un stagiaire qui te rendrait des erreurs de ChatGPT, comme fait ChatGPT, enfin comme font les outils d'ailleurs de LLM, est-ce que tu le garderais ? Tu t'aurais envie de l'embaucher ? Bah évidemment non. Et surtout ça se voit aujourd'hui, les 10 ou 15% que font ces consultants là, qui sont payés très cher, c'est ces 10 ou 15% qui valent les 2005, c'est pas la journée, tu vois ce que je veux dire, de travail. Ben moi le bon usage, c'est quand même de faire preuve un peu de jugeote pour aller analyser ce que ta plateforme d'IA t'a sorti. Mais ça c'est parce qu'on en est tu vois, à 3.5 ou à 4.0 pardon, de ChatGPT. Donc si ça se trouve dans un an, je me rendrai plus compte de la différence. Ouais. Mais alors moi je crois profondément à l'IA comme innovation technologique et sur la durée. Typiquement une commodité d'ailleurs, qui va rentrer dans notre quotidien à plein d'endroits. De processer des choses comme ça, c'est ça ? Ouais. Oui. Mais moi, ta troisième jambe. Mon associé avec qui on communique en anglais, on utilise dès qu'on veut traduire des choses, ChatGPT et voilà, et je lui envoie. Et en fait, les 20% d'erreurs, 15% d'erreurs, on s'en fiche. Donc moi, je suis profondément convaincu que c'est quelque chose qui va avoir un impact assez important, mais comme toute innovation qui est un peu bluffante, je pense que là aussi il y a pas mal de baratineurs et du coup en fait de choses qui sont exagérées, de choses qui sont on va dire survendues. Et quand je parlais de justement, je te posais la question de savoir si tu recruterais un stagiaire qui ferait les erreurs de ChatGPT, je pense que la réponse de la plupart des auditeurs serait de dire mais il est sérieux de me sortir une connerie pareille en fait le mec, et en fait tu te dis c'est évidemment que c'est surprenant quand tu vois que ChatGPT qui est un robot te sort des choses de cette qualité, sachant que je pense que OpenAI a bien travaillé la façon de répondre pour que justement on ait aussi cette impression là. Je pense que c'est pas mal, ça a été malin de leur part, mais par contre au stade où on en est, je pense que c'est inconcevable de s'imaginer que nous, êtres humains, on est capable d'accepter une telle part d'erreur. En fait, il y a un truc que j'aime bien donner, c'est le fait que sur le Covid, on n'a pas accepté une part d'erreur de 0,5%. Enfin, en fait, d'avoir quelque chose qui tue des gens à 0,5%. Donc, imaginez qu'on va accepter quelque chose qui n'est pas bon à 20% de façon massive. Pour gérer tes 7 millions annuels d'achat média. Pour gérer autant de choses, c'est complètement illusoire. Et en fait, on en est loin. Et je pense qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe avec les voitures autonomes, où on se rend compte que on a fait les 0,80%, ils ont été rapides, et les 80 à 99,999, ils sont extrêmement longs. Et donc en fait, voilà, quand on regarde ça, je pense qu'il faut se dire ok, là on en est à certaines étapes qui peuvent aider à exécuter des choses plus rapidement. Et tu vois, une chose intéressante, c'est que par exemple les zones pour l'instant qui sont impactées, quand on parlait de pour les métiers, c'est par exemple au Nigeria, c'est un pays où beaucoup d'étudiants américains faisaient déjà des dossiers, en fait ils faisaient toute leur thèse ou leur rendu de mémoire de fin d'études, faisaient beaucoup travailler, faisaient faire par des prestataires au Nigeria. Et du coup, c'est par exemple, ces personnes-là ont été énormément impactées, et c'est ceux qui ont utilisé l'IA qui ont pu justement au mieux garder les mêmes prix, ou alors pouvoir absorber plus de clients. Donc tu vois, c'est intéressant de voir que justement, oui, il faudra sans doute le maîtriser pour être mieux que des concurrents,
Mais pour autant, si ton concurrent, c'est quelqu'un qui veut faire de la commodité, et si tu veux rester sur de l'expertise, tu vois, moi je pense qu'il y a largement de la place, et tu vois, je te donnais l'exemple du café, de l'industrie du café. Pour moi, sur la partie... Quand on préparait l'épisode, ouais, vas-y. Ah oui, pardon. Il y a l'industrie du café, il y a dans les années 2000, plus personne, il y avait plus de torréfacteurs, il y avait plus de magasins qui vendaient du café haut de gamme, et tout était acheté au supermarché. Pourtant, c'est quelque chose qui a existé avant les années 2000 et qui revient depuis 5-6 ans en masse. Et en fait, je pense qu'il faut aussi comprendre l'intérêt de boire du bon café versus du café de supermarché. Et je pense que c'est ça aussi, sur la partie media buying, que pas mal d'annonceurs vont aussi redécouvrir, je l'espère. Mais tout ça ne nous rendra pas Mike Brandt. Quel est l'avenir du search demain? Et comment l'appréhender dans mes choix d'achat média sur Google? Le search... Et du coup, avec l'IA dans le scope, quoi, dans ce mix. Ouais, aujourd'hui, c'est un peu... Est-ce que le search va changer en profondeur à cause de l'IA? En fait, le search aujourd'hui, comme on le connaît, il n'y a pas tant de requêtes intelligentes que ça. Je crois qu'on en avait parlé dans l'épisode qu'on avait fait ensemble. Ça veut dire quoi, pas tant de requêtes intelligentes? Alors, il y a énormément de personnes qui se servent de Google juste pour rentrer dans le web et pour aller, par exemple, sur le site de Cosa Vostra, sur le site de Northend. Et en fait, ils vont se servir juste de Google comme une plateforme relais. Et du coup, cette position de Google... Je cherche Darty pour aller sur le site de Darty. Voilà. J'aurais pu taper darty.com ou darty.fr. Non, darty.com dans la barre d'adresse, mais elle est de moins en moins visible, moins en moins accessible, donc je vais dans Google. Et t'as plein de gens qui tapent Google sur Chrome. Enfin, voilà, c'est ces choses-là qui se passent encore beaucoup. C'est-à-dire... Bah non, mais tu vas sur Chrome en haut, tu vas taper Google, et en fait, tu pourrais taper directement... t'as pas besoin, mais il y a encore beaucoup qui tapent Google. Certes. Et... tout ça pour dire que est-ce qu'aujourd'hui... Enfin, en fait, dans ce qui a de la valeur pour les annonceurs aujourd'hui, est-ce que c'est des requêtes intelligentes du type... quelles sont les alternatives à Sendinblue pour envoyer mes emails? Brevo. Brevo maintenant. Ils ont payé cher pour ce rebranding, on va l'utiliser, non? J'ai pas. T'as invité quelqu'un de chez Brevo? Et c'est possible, cela dit. Et donc du coup, quelles sont les alternatives à tel concurrent? Oui, ça peut ouvrir la porte à peut-être du payant si t'es dans une phase de recherche, mais je suis quand même j'ai quand même le sentiment que, en fait, en tant qu'être humain, on a quand même un certain besoin de contrôle. Et la force qu'a Google, c'est quand même qu'on est encore, entre guillemets, maître à bord. Donc, peut-être qu'on va accepter d'aller changer de moteur de recherche pour des choses de type... c'est apparemment ce qui est pas mal tapé chez eux, c'est des recettes de cuisine, dessine-moi un voyage, organise-moi un voyage. Moi, ma femme, par exemple, elle a organisé l'anniversaire de ma fille en posant la question à ChatGPT parce que ça donne plein d'idées de jeux. Du coup, bah, en fait, c'est ça qui est... En fait, est-ce qu'il y avait de la pub là, sur ces recherches-là? Alors, oui, sur la partie peut-être pour un voyage, mais est-ce que la logique est la même que d'aller taper basket, où tu veux peut-être, je sais pas, un inventaire, tu veux avoir une liste de choses, c'est un peu l'idée, t'as pas forcément envie de te faire embarquer. Et je pense que voilà, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, la stratégie d'OpenAI, je pense qu'elle est très smart, d'aller attaquer Google de plein fouet là-dessus. Google y va allègrement et se fait dégommer parce que tu connais le dilemme de l'innovateur, c'est quand tu es un acteur établi très gros, c'est difficile d'aller se positionner sur une innovation de niche sans remettre en question ton business principal. Donc le meilleur exemple de ça, c'est Kodak, qui n'a pas réussi à prendre la verticale numérique parce qu'il devait aussi abandonner toute la dimension argentique. Et en fait, ce que je trouve marrant, c'est qu'aujourd'hui, Google n'arrête pas de proposer du search génératif. Il se fait dégommer par les utilisateurs qui veulent l'enlever, en fait. Et ça, je sais pas si la stratégie d'OpenAI, elle a été faite à dessein, mais en tout cas, je la trouve... voilà, pour l'instant, ils sont en train d'arriver à faire cela. Quel impact sur le e-com, du coup dans la partie search, dans la partie Google que tu...
sur laquelle tu es experte. L'intérêt de Pinterest, l'intérêt de TikTok, en fait, c'est que tu vas aller vers d'autres choses, en fait. Ou même Amazon. En fait, c'est ça. Tu quittes. Tu vas vers des choses, des interfaces plus user-friendly qui sont un peu de la vente par correspondance. Enfin, tu vois, comme les catalogues de vente par correspondance de l'époque, mais qui vont être en ligne et qui vont être contextualisés. Et pour Google, la bascule déjà était difficile à faire face à Amazon. Mais ça, c'est vrai que c'est Mais donc ton point, en l'occurrence, c'est que pour l'instant, le lien sponsorisé chez Google, qu'on voit de plus en plus d'ailleurs, en haut, en bas, à droite, à gauche, il va pas disparaître tout de suite. Non. Et je pense que Google a à cette situation-là qui est extrêmement... Enfin, cet avantage-là qui est quand même fort. Et puis il y a Chrome. Il y a quand même Chrome aussi. Oui, qui est au-delà d'être navigateur. Alors... c'est un point d'entrée. Ouais. J'ai pas les stats sous la main, je serais curieux de les voir. Il y a Arc 65-66. Non, mais surtout qui est dans la moitié des téléphones du monde. J'ai pas les stats, je dis ça en l'air. Les 2/3 des téléphones, les 4/5. Safari ou Arc? Non, Chrome via Android. Ouais. Je sais pas quelle est la part globale d'Android, je la cherche. Je pense que la part de. Tu peux meubler. Je pense que la part de Chrome doit être de 2/3, non? Sur les navigateurs. Je pense qu'il y a au moins 65% des gens qui ont Chrome. 60, ouais. iOS et Android en 2022 auraient représenté 95% des smartphones dans le monde, selon Le Monde Informatique. Et tac. Ouais, c'est ça. Et 73% pour Android, des smartphones. Mais ça, c'est il y a quelques années déjà. Mais bref, oui, ils sont... Google va pas disparaître demain. On a parlé hier, on a parlé plateformes et leur opacité. On n'a pas parlé de contenu. Et quand j'ai reçu Guillaume Cavaroc là, de Meta, il me disait hyper important de produire beaucoup de contenu, de les mettre dans la machine, de mettre ton budget, et puis ensuite de laisser la machine choisir les contenus. La machine, donc l'algo ou l'IA, en fonction de ce qui est dit, pardon. Mais voilà, en gros, importance de créer beaucoup de contenu. Alors qu'à une époque, on disait créer un contenu exceptionnel, et ensuite tu t'en feras des nuggets que tu vas diffuser à droite à gauche. Mais un contenu, beaucoup de strates d'acquise. Là, on me dit, non, énormément de contenu, et confiance à l'algo et à l'IA. Alors c'est un bon point dont on n'a pas forcément parlé, parce que ça rejoint en fait sur la partie expertise. Sur le social ads et pour des canaux sur lesquels justement la partie contenu est importante, je pense qu'il faut complètement la dissocier du media buying. C'est des compétences qui sont complètement différentes, à mon sens. Tu l'as dit tout à l'heure, je pense que les outils d'intelligence artificielle ne vont pas faire le positionnement, faire la stratégie identitaire d'une marque. Ne va pas les transposer en visuel immédiatement. Donc je pense que et surtout de façon finie, en fait, c'est pas la question qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on on voit plein d'exemples passés, sur les réseaux sociaux, mais ça en fait pas pour autant des stratégies qui existent. C'est pas parce que c'est bluffant en ligne que ça se passe dans le monde réel. Et c'est ce gap en fait qui est quand même très important. Donc pour te répondre. Non, moi je suis plutôt d'avis d'aller sur de la qualité, parce que c'est ce qui est différenciant. En fait, si tu fais quelque chose que tout le monde peut faire, de masse, qui compte sur l'intelligence artificielle, et notamment peut-être sur... Enfin, prends l'exemple de ce qui se passe avec comment ça s'appelle, DALL-E. Tu vois, il y a quelques mois, tout le monde a commencé à utiliser des visuels DALL-E sur LinkedIn. Bon bah, moi je le fais plus par exemple, parce que c'est devenu basique. Tu vois, et en fait... Et tu fais quoi maintenant? Eh ben, je l'ai fait brander North End avec des citations, avec des choses comme ça. Tu changes parce qu'en fait, tout le monde le fait. Donc, t'es plus différent. Ça sert à rien. Et donc, en fait, c'est pour ça que... Oh, mais là, c'est la différence entre gadget et utilitaire. Tu vois ce que je veux dire? C'était gadget. Tu faisais ta requête DALL-E ou... bref, tu faisais ta requête, tu sortais ton image, tu la mettais en ligne. Ça, c'est gadget.
Ah non, moi je m'en servais pour... non. Okay. Je trouvais que c'est au début quand t'étais... je pense que tu dois connaître ça avec Cosa Vostra, mais je pense qu'il y a une dimension... le contenu visuel, il y a beaucoup de choses. Enfin, il y a des émotions que ça envoie, il y a un univers graphique. Enfin, tu vois, quand tu penses à une police, je sais pas, tu vois... la réflexion graphique, c'est hyper profond. Donc je me dis, mais demain, tu peux pas te dire que tout le monde va arriver aux mêmes polices d'écriture. Donc en fait, l'intérêt aussi, c'est d'être différenciant. Donc si on fait du contenu pour aller vers de la masse, c'est l'inverse de l'utilité du contenu, puisque ou alors t'es dans la commodité. Mais dans ces cas-là, avec qui qui tu as en face, en fait. Tu vois, c'est ça aussi Donc, ton conseil... Est-ce que tu veux boire du bon café ou tu veux boire du café de supermarché? Ton conseil sur la stratégie de contenu, si tu le résumes? Alors, que je suis pas déjà la meilleure personne. Oui, mais ça fait partie de tes strates d'acquisition. Enfin, pour aller faire la pub dans Insta, il te faut un content. Oui, sauf que moi, je recommande aujourd'hui, à mon stade, parce qu'on est encore en train de grossir, mais l'idée, c'est de pas absorber encore cette partie graphique que je considère comme aujourd'hui à fournir par les entreprises. Donc oui, d'accord, mais donnez-moi vos assets, mais tu leur donnes des recommandations sur les assets à te fournir. Oui, mais s'ils ont envie de choisir quelque chose par conviction, en fait, aujourd'hui, c'est super important de choisir les choses aussi par conviction. C'est une réflexion. La data est importante, mais si Facebook te dit que tu as un CTR de 3%, mais que tu fais passer un message qui est tout pourri, est-ce que c'est bien pour ta marque? Tu vois, c'est pas l'importance, je trouve, dans le contenu n'est pas uniquement la performance, pour le coup. Autant je suis très piloté par la data, autant sur la partie contenu, je pense qu'il faut garder cette force créatrice. Mortel. Est-ce qu'on atterrit en parlant de demain? Je regarde les notes que j'avais prises sur notre épisode il y a 2 ans. Je me demande s'il y a des gros changements. J'ai dit la même chose. non, mais surtout des sujets sur lesquels prendre le temps de faire des vraies analyses. On en a parlé. Créer une offre. Ah, ça c'était intéressant. Là, je vous recommande d'écouter. C'était à la minute 40 environ. Chères auditrices, chers auditeurs. Tu disais pourquoi pas ne réfléchir son offre en fonction de la manière dont on va la marketer sur les réseaux sociaux. Donc en gros, intégrer ta réflexion communication dans ton développement produit. Ouais. Ce qui peut être intéressant parce que imaginer un produit qui est facilement instagrammable, c'est plus facile à vendre qu'un produit qui l'est pas. Donc voilà, ça tombe un peu sous le sens, mais peut-être on le dit pas tel quel. On avait parlé de l'effondrement des performances depuis iOS 14, mais iOS 14 ça date de 2021 comme tu me l'as rappelé. Donc depuis on s'est habitué. Tu dis aussi se mettre à la place des utilisateurs pour choisir les bons outils et cibler les bons objectifs. Hyper important. On avait parlé recrutement aussi, faciliter le recrutement de gros hackers en arrêtant de chercher des faiseurs de miracles. Ouais. Ça a changé ça? Le marché est quand même, il y a quand même plus de compétences. Il s'est détendu. Il y a moins de sous de la part des VC et de la BPI, donc. Exactement. Donc du coup, il y a tu vois, les équipes qui ont recruté 4-5 personnes dans l'équipe grosse ou acquisition. Alors là, je parle plus peut-être côté start-up. On va faire avec. Tu vois, par exemple, moi, la période fin 2023, ça fait 8 ans que je travaille à mon compte. Ouais. J'avais jamais vu ça. J'ai pris un trou d'air d'activité, quoi. Alors, j'étais pas mal sur le côté start-up, mais j'ai pris un trou d'air. C'était lui. Et je l'explique pas mal par le fait que, en fait, il y a 2 choses. C'est, voilà, quand tu as une équipe, tu vas pas rajouter une dimension peut-être supplémentaire, soit conseil, et premièrement. Et deuxièmement, tu vas pas non plus challenger le statu quo. C'est le gros paradoxe, c'est que dans des périodes compliquées comme ça, le marché il se fige un peu. Et on va pas aller tenter un acteur qui se lance récemment. Donc voilà, et je pense que le marché, alors déjà il se détend un peu, mais en tout cas sur la partie recrutement, alors faut toujours se
faut toujours se méfier de quelqu'un qui peut, de vouloir quelqu'un qui peut tout faire et de vouloir un mouton à 5 pattes. Parce que ça veut souvent dire qu'on n'a pas forcément fait de choix. Et ça rejoint ce que tu citais là de l'épisode précédent avec trouver un canal d'acquisition. Je pense que il vaut mieux avoir un canal d'acquisition et prendre des tueurs dans leur verticale, vraiment. Alors si demain, moi l'exemple que j'aime bien c'est Welcome to the Jungle, parce que Welcome to the Jungle, ils sont arrivés, c'était des journalistes et du coup c'était des stars de la partie contenu. Et si tu veux, en fait, ils sont arrivés là en faisant de ce contenu un canal d'acquisition tellement il était bien. Donc ça doit être valable partout. Et en cherchant un mouton à 5 pattes, c'est une démonstration par l'absurde que t'as pas fait de choix. Parce que si tu veux te faire tout c'est que t'as rien choisi. Et c'est un peu ça qu'aujourd'hui... choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Donc si tu veux quelqu'un qui fait tout, bah tu renonces pas. Et je trouve que c'est pour ça que ça peut faire un peu la passerelle avec l'épisode précédent. C'est que aujourd'hui, il faut quand même mettre pas mal d'expertise, et notamment sur la partie data. Et à tel point que dans certaines structures, tu vois, sur la partie opacité des comptes, enfin des campagnes dont je parlais, bah, s'il y a un CFO en place, bah, je conseillerais au CFO d'y aller, d'aller regarder ce qui se passe. Pas du tout au marketing. Tu vois, avec mon associé, on s'est posé la question en un moment si on n'allait pas écrire des messages pour les CFO. Parce que c'est finalement eux qui seraient peut-être les plus choqués par ce qu'ils verraient dans les campagnes. Donc et l'espace de black box. Ouais, et puis tu te dis, attends, non mais vraiment, enfin c'est pour ça. Donc c'est pour ça que voilà, continuer à mettre de l'expérience. Alors sur la data, c'est pas évident. Sur la data, je trouve que c'est pas évident de trouver des profils adaptés. Souvent parce que les personnes en data n'aiment pas travailler avec le marketing. Donc ils aiment bien être tranquilles avec leur data, et que le marketing demande des trucs qui vont pas prendre en compte les spécificités des équipes data. Et du coup, ça rend les projets extrêmement longs et complexes, et souvent ils n'avancent pas. Et c'est là où justement, en fait, je trouve que c'est important parfois d'en être conscient et de se dire, les projets data, s'ils n'avancent pas dans une entreprise, enfin, et souvent data marketing, c'est souvent parce qu'ils sont pris sur le court terme, alors qu'il faudrait parfois juste accepter de se poser, de construire, tu vois, avec à la fois une dimension conseil, mais du coup faire composer avec les équipes en place. Donc ça, et notamment pour peut-être des e-commerçants qui sont peu nombreux, j'avoue que c'est pas une réflexion très facile. Pour autant, ma recommandation, ça serait que le fondateur lui-même passe 1 heure par jour pour comprendre comment est dépensé 20 à 30% de son budget. 1 heure par semaine, pardon. Pas plus, mais vraiment 1 heure par semaine. Parce que s'il le fait toutes les semaines, il va finir par comprendre, et plus les semaines avanceront, plus il saura ce qu'il regarde, et plus il saura ce qu'il regarde. Et en fait, il va construire un actif. Et pour te donner l'exemple de Brevo, enfin, le fondateur est un polytechnicien, on va dire assez smart. Et c'est un mec qui regardait ses données. Enfin, nous, on a travaillé toute la partie BI avec lui. Enfin, moi, je l'ai mis en place chez Sendinblue. Le mec regardait, le fondateur regardait ses données tous les matins, et on travaillait ensemble pour corriger le tir. Et en fait, il sait parfaitement. Enfin voilà, l'idée, c'est de comprendre parfaitement en fait ce qui se passe. Et ça m'a marqué sur cette importance-là. Et ça peut être le mot de la fin. Ça fait plus d'1 heure qu'on se parle, mais ça peut être le mot de la fin. Chers fondateurs, fondatrices de e-commerce, mettez les mains dedans, faites-vous accompagner, essayez de trouver des partenaires qui sont force conseil, pédagogues, vulgarisants le cas échéant, pour être sûr de savoir où passe et comment est traité 10, 20, 25, 30, 35, 50% de votre chiffre d'affaires. Merci Matt. Bah, merci beaucoup Laurent. Mathieu, pardon. Je me permets d'épater. Merci à tous d'avoir écouté jusque-là. Ouais, vous retrouverez Mathieu avec un seul T, Ccarelli, CE2CARE2LI sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation. Et évidemment, allez faire un tour sur Northand, northand.io si vous voulez
voir ce que fait Mathieu et son associé, dont le nom est Gorav. Merci à toi. Merci Laurent. Et merci à vous. Vous retrouvez cet épisode évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur YouTube, c'est sur mon compte perso, vous tapez Le Panier, vous me trouverez. Le Panier Écrète, c'est vous me trouverez. Et puis on salue toutes les équipes et notamment, et c'est vraiment le plus important, Kevin Couvet, qui gère toute la tech de nos projets actuels chez Cosa Vostra et qui est devenu honnêtement l'un des cadors en France de Shopify et du middleware et de comment connecter Shopify à tous vos ERP, vos API à droite et à gauche, avec une incroyable excellence. Salut Mathieu. Salut Laurent. Salut à toutes, salut à tous. Merci à tous.